Si je parle en français qui est la langue de mon pays plutôt qu'en latin qui est celle de mes précepteurs, c'est à cause que j'espère que ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croient qu'aux livres anciens. Et pour ceux qui joignent le bon sens avec l'étude, lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point, je m'assure, si partiaux pour le latin qu'ils refusent d'entendre mes raisons pour ce que je les explique en langue vulgaire. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent, mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes, et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses, car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices aussi bien que des plus grandes vertus, et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Pour moi, je n'ai jamais présumé que mon esprit fût en rien plus parfait que ceux du commun. Même j'ai souvent souhaité avoir la pensée aussi prompte, ou l'imagination aussi nette, ou la mémoire aussi ample, ou aussi présente que quelques autres. Je pense avoir eu beaucoup de bonheur de m'être rencontré dès ma jeunesse en certains chemins qui m'ont conduit à des considérations et des maximes dont j'ai formé une méthode par laquelle il me semble que j'ai moyen d'augmenter par degrés ma connaissance et de l'élever peu à peu au plus haut point auquel la médiocrité de mon esprit et la courte durée de ma vie lui pourront permettre d'atteindre, car j'en ai déjà recueilli de tels fruits qu'encore qu'au jugement que je fais de moi-même, je tâche toujours de pencher vers le côté de la défiance plutôt que vers celui de la présomption. Il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur, mais je serais bien aise de faire voir en ce discours quels sont les chemins que j'ai suivis et d'y représenter ma vie comme en un tableau, afin que chacun en puisse juger et qu'apprenant du bruit commun les opinions qu'on en aura, ce soit un nouveau moyen de m'instruire que j'ajouterai à ceux dont j'ai coutume de me servir. Ainsi mon dessein n'est pas d'enseigner ici la méthode que chacun doit conduire pour conduire sa vie, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mêlent de donner des préceptes doivent s'estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent, et s'ils manquent à la moindre chose ils en sont blâmables, mais ne proposant ce discours que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux que comme une fable en laquelle parmi quelques exemples qu'on peut imiter, on en trouvera aussi peut-être plusieurs autres qu'on aura raison de ne pas suivre. J'espère qu'il sera utile à quelques-uns sans être nuisible à personne, et que tous me seront gré de ma franchise. J'ai été nourri aux lettres de mon enfance, et pourtant me persuadais que par leurs moyens on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie. J'avais un extrême désir de les apprendre, mais sitôt que j'ai achevé tout ce cours d'études au bout duquel on a goûté une lettre reçue au rang des doctes, j'ai changé entièrement d'opinion, car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir fait autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Et néanmoins j'étais en une des plus célèbres écoles de l'Europe, où je pensais qu'il devait y avoir de savants hommes s'il y en avait en aucun endroit de la terre. J'y avais appris tout ce que les autres y apprenaient, et même ne m'étant pas contenté des sciences qu'on nous enseignait, j'avais parcouru tous les livres traitant de celles qu'on estime les plus curieuses et les plus rares qui avaient pu tomber entre mes mains. Avec cela, je savais les jugements que les autres faisaient de moi, et je ne voyais point qu'on m'estimât inférieur à mes condisciples, bien qu'il y en eût déjà entre eux quelques-uns qu'on destinait à remplir les places de nos maîtres. Enfin, notre siècle me semblait aussi florissant et fertile en bons esprits qu'ait été aucun des précédents, ce qui me faisait prendre la liberté de juger par moi de tous les autres. Je ne laissais pas toutefois d'estimer les exercices auxquels on s'occupe dans les écoles. Je savais que les langues qu'on y apprend sont nécessaires pour l'intelligence des livres anciens, que la gentillesse des fables réveille l'esprit, que les actions mémorables des histoires le révèlent et qu'étant lues avec discrétion, elles aident à former le jugement, que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées, que l'éloquence a des forces et des beautés incomparables, que la poésie a des délicatesses et des douceurs très ravissantes, que les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir tant à contenter les curieux qu'à faciliter tous les arts et à diminuer le travail des hommes, que les écrits qui traitent des mœurs contiennent plusieurs enseignements et plusieurs exhortations à la vertu qui sont fort utiles, que la théologie enseigne à gagner le ciel, que la philosophie donne moyen de parler vraisemblablement de toutes choses et se faire admirer des moins savants,
que la jurisprudence, la médecine et les autres sciences apportent des honneurs et des richesses à ceux qui les cultivent, et enfin qu'il est bon de les avoir toutes examinées, même les plus superstitieuses et les plus fausses, afin de connaître leur juste valeur et se garder d'en être trompé. Mais je croyais avoir déjà donné assez de temps aux langues, et même aussi à la lecture des livres anciens et à leurs histoires et à leurs fables, car c'est quasi le même de converser avec ceux des autres siècles que de voyager. Il est bon de savoir quelque chose des mœurs de divers peuples, afin de juger des nôtres plus sainement, et que nous ne pensions pas que tout ce qui est contre nos modes soit ridicule ou contre raison, ainsi qu'on coutume de faire ceux qui n'ont rien vu. Mais lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient enfin étranger en son pays, et lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient dans les siècles passés, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Outre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles qui ne le sont point, et que même les histoires les plus fidèles, si elles ne changent ni n'augmentent la valeur des choses pour les rendre plus dignes d'être lues, au moins en omette-t-elle presque toujours les plus basses et moins illustres circonstances. D'où vient que le reste n'apparaît pas tel qu'il est, et que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu'ils en tirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins de nos romans et à concevoir des dessins qui passent leur force. J'estimais fort l'éloquence, et j'étais amoureux de la poésie, mais je pensais que l'une et l'autre étaient des dons de l'esprit plutôt que des fruits de l'étude. Ceux qui ont le raisonnement le plus fort, qui digèrent le mieux leurs pensées, afin de les rendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que bas breton et qu'ils n'eussent jamais appris de rhétorique. Et ceux qui ont les inventions les plus agréables et qui les savent exprimer avec le plus d'ornement et de douceur ne laisseraient pas d'être les meilleurs poètes, encore que l'art poétique leur fût inconnu. Je me plaisais surtout aux mathématiques, à cause de la certitude et de l'évidence de leur raison, mais je ne remarquais point encore leur vrai usage, et pensant qu'elles ne servaient qu'aux arts mécaniques, je m'étonnais de ce que leur fondement étant si ferme et si solide, on n'avait rien bâti dessus de plus relevé. Je révérais notre théologie et prétendais autant qu'un autre à gagner le ciel, m'ayant appris comme chose très assurée que le chemin n'est pas moins ouvert aux plus ignorants qu'aux plus doctes, et que les vérités révélées qui y conduisent sont au-dessus de notre intelligence. Je n'eusse osé les soumettre à la faiblesse de mes raisonnements. Je pensais que pour entreprendre de les examiner et réussir, il était besoin d'avoir quelque extraordinaire assistance du ciel et d'être plus comme. Je ne dirais rien de la philosophie, sinon que voyant qu'elle a été cultivée par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, que néanmoins il ne s'y trouve encore aucune chose dont on dispute, et par conséquent qu'il soit douteuse, j'avais pas assez de présomption pour espérer d'y rencontrer mieux que les autres. Et considérant combien il peut y avoir de diverses opinions touchant une même matière, qui soient soutenues par des gens doctes, sans qu'ils puissent en avoir jamais plus d'une seule qui soit vraie, je réputais presque pour faux tout ce qui n'était que vraisemblable. Puis, pour les autres sciences, d'autant qu'elles empruntent leurs principes de la philosophie, je jugeais qu'on ne pouvait avoir rien bâti qui fût solide sur des fondements si peu fermes, et ni l'honneur, ni le gain qu'elles promettent n'étaient suffisants pour m'en convier à les apprendre, car je ne me sentais point, grâce à Dieu, de conditions qui m'obligeaient à faire un métier de la science pour le soulagement de ma fortune, et quoique je ne fisse pas profession de mépriser la gloire en cynique, je faisais néanmoins fort peu d'état de celle que je n'espérais point pouvoir acquérir qu'à faux titre. Enfin, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient, pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils le savent. C'est pourquoi, sitôt que l'âge me permit de sortir de la suggestion de mes précepteurs, je quittai entièrement l'étude des lettres, me résolvant de ne plus chercher d'autres sciences que celles qui se pourraient trouver en moi-même, ou bien dans le grand livre du monde. J'employais le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions, à m'éprouver moi-même dans les rencontres que la fortune me proposait, et partout à faire telle réflexion sur les choses qui se présentaient que j'en puisse tirer quelques profits, car il me semblait que je pourrais rencontrer beaucoup plus de vérité dans les raisonnements que chacun fait touchant les affaires qui lui importent et dont l'événement le doit punir bientôt après s'il a mal jugé, que dans ce que fait un homme de lettres dans son cabinet touchant des spéculations qui ne produisent aucun effet et que nous n'y sont d'autres conséquences, sinon que peut-être il en tirera d'autant plus de vanité qu'elles seront plus éloignées du sens commun à cause qu'il aura dû employer d'autant plus d'esprit et d'artifice attaché de les rendre vraisemblables. Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. Il est vrai que pendant que je ne faisais que considérer les mœurs des autres hommes, j'y trouvais guère de quoi m'assurer et que j'y remarquais quasi autant de diversité que j'avais fait auparavant que les opinions des philosophes, en sorte que le plus grand profit que je retirais était que voyant plusieurs choses qui, bien qu'elles nous semblent fort extravagantes et ridicules, ne laissent pas d'être communément reçues et approuvées par d'autres grands peuples, j'apprenais à ne rien croire trop fermement de ce qui m'avait été persuadé que par l'exemple et la coutume, et ainsi je me délivrais peu à peu de beaucoup d'erreurs qui peuvent offusquer notre lumière naturelle. Mais après que j'ai employé quelques années à étudier ainsi dans le livre du monde et à tâcher d'acquérir quelque expérience, je pris un jour résolution d'étudier
souci en moi-même et d'employer toutes les forces de mon esprit à choisir les chemins que je devais suivre. Ce qui me réussit beaucoup mieux, ce me semble, que si je ne me fusse jamais éloigné ni de mon pays, ni de mes livres. J'étais alors en Allemagne où l'occasion des guerres qui n'y sont pas encore finies m'avait appelé. Comme je retournais du couronnement de l'empereur vers l'armée, le commencement de l'hiver m'arrêta en un quartier où ne trouvant aucune conversation qui me divertit et n'ayant d'ailleurs par bonheur aucun soin ni passion qui me troublasse, je demeurais tout le jour enfermé, seul dans un poêle où j'avais tout loisir de m'entretenir de mes pensées, entre lesquelles l'une des premières fut que je m'avisais de considérer que souvent il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces et faits de la main de divers maîtres qu'en ceux auxquels un seul a travaillé. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Ainsi, ces anciennes cités qui n'ayant été au commencement que des bourgades sont devenues par succession de temps de grandes villes, sont ordinairement si mal compassées au prix de ces places régulières qu'un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine. Et ainsi, je pensais que les sciences des livres, au moins celles dont les raisons ne sont que probables et qui n'ont aucune démonstration, s'étant composées et grossies peu à peu des opinions de plusieurs diverses personnes, ne sont point si approchantes de la vérité que les simples raisonnements que peut faire naturellement un homme de bon sens, touchant les choses qui se présentent. Et ainsi encore, je pensais que pour ce que nous avons tous été enfants avant d'être hommes, et qu'il a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, et qui ni les uns ni les autres ne nous conseillaient peut-être pas toujours le meilleur, il est presque impossible que nos jugements soient si purs ni si solides qu'ils auraient été si nous avions eu l'usage entier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nous n'eussions jamais été conduits que par elle. Il est vrai que nous ne voyons pas qu'on jette par terre toutes les maisons d'une ville pour le seul dessein de les refaire d'autre façon et d'en rendre les rues plus belles. Mais on voit bien que plusieurs font abattre les leurs pour les rebâtir et que même quelquefois elles y sont contraints quand elles sont en danger de tomber d'elles-mêmes. À l'exemple de quoi je me persuadais que pour toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d'entreprendre une bonne fois de les en ôter afin d'y en remettre par après ou d'autres meilleures, ou bien les mêmes lorsque je les aurais ajustées au niveau de la raison. Je crus fermement que par ce moyen, je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur le vieux fondement et que je m'appuyais sur les principes que je m'étais laissé persuader en ma jeunesse sans avoir jamais examiné si c'était vrai. Mais il ne serait pas raisonnable qu'un particulier fît dessein de réformer un État en y changeant tout dès le fondement et en le renversant pour les redresser. Ces grands corps sont trop malaisés à relever étant abattus ou même à retenir étant ébranlés, et leurs chutes ne peuvent être que très rudes. Après tout, l'usage a sans doute fort adouci leurs imperfections qui sont toujours plus supportables que ne serait leur changement. En même façon que les grands chemins qui tournoient entre des montagnes deviennent peu à peu si unis et si commodes à force d'être fréquentés qu'il est beaucoup meilleur de les suivre que d'entreprendre d'aller plus droit en grimpant par-dessus les rochers, en descendant jusqu'au bas des précipices. C'est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes et inquiètes qui, n'étant appelées ni par leur fortune ni par leur naissance au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelques nouvelles réformations. Et si je pensais qu'il y a la moindre chose dans ce discours par laquelle on peut soupçonner de cette folie, je serais très marri de souffrir qu'il fut publié. Jamais mon dessein ne s'est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres pensées et bâtir dans un fond qui est tout à moi. Que si mon ouvrage m'ayant assez plu, je vous en fais voir ici le modèle, ce n'est pas pour cela que je vais conseiller à personne de l'imiter. Ceux que Dieu a mieux partagé de ses grâces auront peut-être des dessins plus relevés, mais je crains fort que celui-ci ne soit déjà que trop hardi pour plusieurs. La seule résolution de se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues auparavant en sa créance n'est pas un exemple que chacun doit suivre. Et le monde n'est quasi composé que de deux sortes d'esprits auxquels il ne convient aucunement, à savoir de ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils le sont, ne peuvent s'empêcher de précipiter leur jugement, ni avoir assez de patience pour conduire par hors toutes leurs pensées. D'où vient que s'ils avaient une fois pris la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du chemin commun, jamais ils ne pourraient tenir le sentier qu'il faut prendre pour aller plus droit et demeureraient égarés toute leur vie. Et puis de ceux qui, ayant assez de raison ou de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels ils peuvent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de ces autres qu'en chercher eux-mêmes de meilleurs. Et pour moi, j'aurais pour de ces derniers, si je n'avais jamais eu qu'un seul maître, ou que je n'eusse point su les différences qui ont été de tout temps entre les opinions des plus doctes, mais ayant appris dès le collège qu'on ne saurait rien imaginer de si étrange et si peu croyable qui n'ait été dit par quelqu'un des philosophes, et depuis, en voyageant et ayant connu que tous ceux qui ont des sentiments fort contraires aux nôtres ne soient pas pour cela barbares ni sauvages, mais que plusieurs
plusieurs usent autant ou plus que nous de raison, et considérant combien un même enfant, dès sa naissance, nourri entre des Français ou des Allemands, devient différent de ce qu'il serait s'il avait toujours vécu entre des Chinois ou des cannibales, et comment, jusqu'au mode de nos habits, la même chose qui nous a plu il y a 10 ans et qui nous plaira peut-être encore avant 10 ans, nous semble maintenant extravagant et ridicule, en sorte que c'est bien plus l'exemple et la coutume qui nous persuadent qu'aucune connaissance certaine, et que néanmoins la pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille rien pour les vérités un peu malaisées à découvrir, à cause qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrés que tout un peuple. Je ne pouvais choisir personne dont les opinions me semblassent devoir être préférées à celles des autres, et que je me trouvais comme contraint d'entreprendre moi-même de me conduire. Mais comme un homme qui marche seul dans les ténèbres, je me résolus d'aller si lentement et d'user de tant de circonspection en toute chose, que si je n'avançais que fort peu, je me garderais bien au moins de tomber. J'avais un peu étudié, étant plus jeune, 3 arts ou sciences qui semblaient contribuer quelque chose à mon dessein. Mais en les examinant, je pris garde que pour la logique, ces syllogismes et la plupart de ces autres instructions servent plutôt à expliquer à autrui les choses qu'on sait, ou même à parler sans jugement de celles qu'on ignore, qu'à les apprendre. Et bien qu'elles contiennent en effet beaucoup de préceptes très vrais, il y en a tant de fois tant d'autres mêlés parmi qui sont ou superflus ou nuisibles, qu'il est presque aussi impossible de les en séparer que de tirer une Diane ou une Minerve hors d'un bloc de marbre qui n'est point encore ébauché. Comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices, en sorte qu'un État est bien mieux réglé lorsque n'en ayant que fort peu, elles y sont fort étroitement observées. Ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des 4 suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne pas manquer une seule fois à les observer. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne rien comprendre de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Troisième, de conduire par ordre mes pensées en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter peu à peu comme par degrés jusqu'à la connaissance des plus composés et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de n'en rien omettre. Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon et que pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il y en peut avoir de si éloignés auxquels on ne parvient ni de si cachés qu'on ne découvre. Et enfin, comme ce n'est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où l'on demeure que de l'abattre, ou s'exercer soi-même à l'architecture, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où l'on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera, ainsi afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions pendant que ma raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne cessasse pas dès lors de vivre le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en 3 ou 4 maximes dont je veux bien vous faire part. La première était d'obéir aux lois et coutumes de mon pays, retenant constamment la religion à laquelle Dieu m'a fait la grâce d'être instruit dès mon enfance, et me gouvernant en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès qui fussent
communément reçus par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre. Car commençant dès lors à ne compter pour rien les miennes propres, à cause que je les voulais remettre toutes à l'examen, j'étais assuré de ne pouvoir mieux que de suivre celles des mieux sensés. Et bien qu'il y en eût peut-être d'aussi bien sensés parmi les Perses ou les Chinois, il me semblait que le plus utile était de me régler selon ceux avec lesquels j'aurais à vivre, et que pour savoir quelles étaient véritablement leurs opinions, je devais plutôt prendre garde à ce qu'ils pratiquaient qu'à ce qu'ils disaient. Non seulement à cause par la corruption de nos mœurs, il y a peu de gens qui veulent dire tout ce qu'ils croient, mais aussi à cause que plusieurs l'ignorent eux-mêmes, car l'action de la pensée par laquelle on croit une chose étant différente de celle par laquelle on connaît qu'on la croit, elles sont souvent l'une sans l'autre. Et entre plusieurs opinions également reçues, je ne choisissais que les plus modérées, tant à cause que ce sont toujours les plus commodes pour la pratique et vraisemblablement les meilleurs, tout excès ayant coutume d'être mauvais, comme aussi afin de me détourner moins du vrai chemin en cas que je faillisse, que si, ayant choisi l'un des extrêmes, c'eût été l'autre qu'il eût fallu suivre. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serais une fois déterminé que si elles eussent été très assurées. Imitant ceci, les voyageurs qui se trouvant égarés en quelque forêt ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté et ne le changer point pour de faibles raisons. Encore, c'était peut-être été au commencement que le hasard seul qu'ils étaient déterminés à le choisir, car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables. Ma troisième maxime est de tâcher toujours plutôt à me vaincre que la fortune, et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Et généralement de m'accoutumer à croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement à notre pouvoir que nos pensées, en sorte qu'après que nous avons fait notre mieux touchant les choses qui nous sont extérieures, tout ce qui manque de nous réussir est au regard de nous absolument impossible. Et ceci seul me semble être suffisant pour m'empêcher de ne rien désirer à l'avenir que je naquisse, et ainsi pour me rendre content. Car notre volonté ne se portant à désirer que les choses que notre entendement lui représente en quelque façon comme possible, il est certain que si nous considérons tous les biens qui sont hors de nous comme également éloignés de notre pouvoir, nous n'aurons pas plus de regret de manquer de ceux qui semblent être dus à notre naissance, lorsque nous en serons privés sans notre faute, que nous avons de ne posséder pas le royaume de Chine ou de Mexique, et que faisant, comme on dit, de nécessité vertu, nous ne désirons pas plus d'être sains étant malades, ou d'être libres étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu corruptible que les diamants, ou des ailes pour voler comme les oiseaux. Qu'il ait besoin d'un long exercice et d'une méditation souvent réitérée pour s'accoutumer à regarder de ce biais toutes les choses. Et je crois que c'est principalement ceci que consistait le secret de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune et malgré les douleurs et la pauvreté disputer de la félicité avec leur Dieu. Car ceux qui pensent sans cesse à considérer les bornes qui leur étaient prescrites par la nature, ils se persuadaient si parfaitement que rien n'était en leur pouvoir que leur pensée, que cela seul était suffisant pour les empêcher d'avoir aucune affection pour d'autres choses. Et ils disposaient d'elles si absolument qu'ils avaient en cela quelque raison de s'estimer plus riches et plus puissants et plus libres et plus heureux qu'aucun des autres hommes qui, n'ayant point cette philosophie tant favorisée de la nature et de la fortune qu'ils puissent être, ne disposent jamais ainsi de tout ce qu'ils veulent. Enfin, pour conclusion de cette morale, je m'avisais de faire une revue sur les diverses occupations qu'ont les hommes en cette vie pour tâcher à faire choix de la meilleure. Et sans que je veuille rien dire de celle des autres, je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer en celle-là même où je me trouvais, c'est-à-dire d'employer toute ma vie à cultiver ma raison et m'avancer autant que je pourrais en la connaissance de la vérité, suivant la méthode que je m'étais prescrite. J'avais éprouvé de si extrêmes contentements depuis que j'avais commencé à me servir de cette méthode que je ne croyais pas qu'on en pût recevoir de plus doux ni de plus innocent cette vie, et découvrant tous les jours par son moyen quelques vérités qui me semblaient assez importantes et communément ignorées des autres hommes, la satisfaction que j'en avais remplissait tellement mon esprit que tout le reste ne me touchait point. Après m'être ainsi assuré de ces maximes,
et les avoir mis à part avec les vérités de la foi qui ont toujours été les premières en ma créance. Je jugeais que pour tout le reste de mes opinions, je pouvais librement entreprendre de m'en défaire. Et d'autant que j'espérais en pouvoir mieux venir à bout en conversant avec les hommes qu'en demeurant plus longtemps renfermé dans le poêle où j'avais eu toutes ces pensées. L'hiver n'était pas encore bien achevé que je m'en remis à voyager. Et en toutes les 9 années suivantes, je ne fis autre chose que rouler ça et là dans le monde, tâchant d'y être spectateur plutôt qu'acteur en toutes les comédies qui s'y jouent. Il y a justement 8 ans, je me résolus à m'éloigner de tous les lieux où je pouvais avoir des connaissances et à me retirer ici, dans un pays où la longue durée de la guerre a fait établir de tels ordres que les armées qu'on y entretient ne semblent servir qu'à faire qu'on y jouisse des fruits de la paix avec d'autant plus de sûreté, et où parmi la foule d'un grand peuple fort actif, plus soigneux de ses propres affaires que curieux de celles d'autrui, sans manquer d'aucune des commodités qui sont dans les villes les plus fréquentées, j'ai pu vivre aussi solitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés. Je ne sais si je dois vous entretenir des méditations que j'y ai faites, car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles seront peut-être pas au goût de tout le monde. Toutefois, afin qu'on puisse juger si les fondements que j'ai pris sont assez fermes, je me trouve en quelque façon contraint d'en parler. Ainsi, à cause que nos sens nous trompent quelquefois, et jugeant que j'étais sujet à faillir autant qu'aucun autre, je rejetais comme fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant pour démonstration, et considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées nous peuvent venir aussi quand nous dormons, sans qu'il n'y en ait aucune pour lors qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt après, je pris garde que pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, je connus de là que j'étais une substance dont toute la nature ou l'essence n'est que de pensée, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle, en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps. Ensuite de quoi, faisant réflexion sur ce que je doutais, et que par conséquent mon être n'était pas tout parfait, car je voyais clairement que c'était une plus grande perfection de connaître que de douter, je m'avisais de chercher d'où j'avais appris à penser à quelque chose de plus parfait que je n'étais, et je connus évidemment que ce devait être de quelque nature qui fût en effet plus parfaite, c'est-à-dire pour m'expliquer en un mot qui fut Dieu. J'ajoutais que puisque je connaissais quelques perfections que je n'avais point, je n'étais pas le seul être qui existât et qu'il fallait de nécessité qu'il y en eût quelque autre de plus parfait, duquel je dépendisse et duquel j'eusse acquis tout ce que j'avais, car si j'eusse été seul et indépendant de tout autre, en sorte que j'eusse eu de moi-même tout ce peu que je participais de l'être parfait, j'eusse pu avoir de moi par même raison tout le surplus que je connaissais me manquer et être moi-même infini, éternel, immuable, tout connaissant, tout puissant, et enfin avoir toutes les perfections que je pouvais remarquer être en Dieu. Je voyais bien que supposant un triangle, il fallait que ces 3 angles fussent égaux à 2 droits, mais je ne voyais rien pour cela qui m'assura qu'il y eût au monde aucun triangle, au lieu que revenant à examiner l'idée que j'avais d'un être parfait, je trouvais que l'existence était comprise de la même façon qu'il est compris en celle d'un triangle, que ces 3 angles sont égaux à 2 droits, et que par conséquent il est pour le moins aussi certain que Dieu, qui est cet être parfait, est ou existe, qu'aucune démonstration de géométrie ne saurait être. Mais ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui se persuadent qu'il a une difficulté à le connaître, et même aussi à connaître ce que c'est que leur âme, c'est qu'ils n'élèvent jamais leur esprit au-delà des choses sensibles, et qu'ils sont tellement accoutumés à n'en rien considérer qu'en l'imaginant, qui est une façon de penser particulière pour les choses matérielles, que tout ce qui n'est pas imaginable leur semble n'être pas intelligible. Et je pense que ceux qui veulent user de leur imagination pour comprendre les idées de Dieu et de l'âme font tout de même que si pour ouïr les sons ou sentir les odeurs, il suffit les servir dans leurs yeux. Au reste, je me suis ici un peu étendu sur le sujet de l'âme, à cause qu'il est des plus importants, car après l'erreur de ceux qui nient Dieu, laquelle je pense avoir ci-dessus assez réfutée, il y en a point qui éloigne plutôt les esprits faibles du droit chemin que d'imaginer que l'âme des bêtes soit de même nature que la nôtre, et que par conséquent, nous n'avons rien à craindre ni à espérer après cette vie non plus que les mouches ou les fourmis, au lieu que lorsqu'on sait combien elles diffèrent, on comprend beaucoup mieux les raisons qui prouvent que notre âme est une nature entièrement indépendante du corps, et que par conséquent, elle n'est point sujette à mourir avec lui, et dont on ne voit pas notre cause qu'il a détruit
moralement portée à juger de là qu'elle est immortelle. Voilà maintenant 3 ans que je suis parvenu à la fin du traité qui contient toutes ces choses. À l'occasion de quoi je suis bien aise de vous prier ici de ne croire jamais que les choses qu'on vous dira viennent de moi lorsque je les aurai point moi-même divulguées. Et je ne m'étonne aucunement des extravagances qu'on attribue à tous ces anciens philosophes dont nous n'avons point les écrits. Ils ne jugent pas pour cela que leurs pensées étaient fort déraisonnables vu qu'ils étaient des meilleurs esprits de leur temps, mais seulement qu'on nous les a mal rapportés. Les plus passionnés de ceux qui suivent maintenant Aristote sont comme le lierre, qui ne tend à monter plus haut que les arbres qui le soutiennent, et qui même souvent redescend lorsqu'il est parvenu jusqu'à leur fait, car il me semble aussi que cela redescende, c'est-à-dire se rendre en quelque façon moins savant que s'ils s'abstenaient d'étudier, lesquels, non contents de savoir tout ce qui est intelligiblement expliqué dans leur hauteur, veulent outre cela y trouver la solution de plusieurs difficultés dont il ne dit rien et auxquelles il n'a peut-être jamais pensé. Toutefois, leur façon de philosopher est fort commode, car l'obscurité des distinctions et des principes dont ils se servent est cause qu'ils peuvent parler de toutes choses aussi hardiment que s'ils les savaient et soutenir tout ce qu'ils en disent contre les plus subtils et les plus habiles sans qu'on ait moyen de les convaincre. En quoi il me semble pareil à un aveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit, l'aurait fait venir dans le fond de quelques caves fort obscures. Et je puis dire que ceux-ci ont intérêt que je m'abstienne de publier les principes de la philosophie dont je me sers, car étant très simples et très évidents comme ils sont, je ferais quasi le même en les publiant que si j'ouvrais quelques fenêtres et faisais entrer du jour dans cette cave où ils sont descendus pour se battre.